prendre part aux travaux de la 74e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République, Idriss Déby Itno, est à New York depuis hier soir. Il est accompagné de la première dame, Hinda Déby Itno. Interculturalité, la citoyenneté et le développement pour une paix durable, c'est le thème d'une conférence de débat animée par la dynamique citoyenne No Limit à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée hier, 21 septembre 2019. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous avons sur ce plateau comme invité du journal le directeur général de l'ENA, l'école normale d'administration du Tchad, Senoussi Hassan Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir, je suis le directeur général de l'école nationale d'administration. Au menu des échanges avec notre invité ce soir, ce sont les réformes au sein de l'école normale d'administration. Nous allons revenir à vous dans un instant. Le temps pour nous de nous rendre à New York où se trouve depuis hier soir le président de la République Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno. Le couple présidentiel participera à plusieurs assises dont la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ibrahim Adam Mahamat. Le couple présidentiel tchadien est à New York pour prendre part aux différentes assises de la 114e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. C'est un peu vers 21h, heure de N'Djamena, que le président de la République, Idriss Déby Itno, accompagné de la première dame Hinda Déby Itno, est arrivé à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Au pied de l'avion, à l'accueil, il y a le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zen, l'ambassadeur représentant permanent du Tchad auprès des Nations Unis, Moustapha Ali Alifei, et quelques-uns de ses proches collaborateurs. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad aux États-Unis, Gali Ngote Koutou, qui a rallié New York la veille, marque sa présence à l'aéroport JFK. Le chef de l'État retrouve à New York et l'Assemblée générale des Nations Unies après des absences remarquées en 2017 et 2018. Quelques membres de la communauté tchadienne vivant à New York et ses environs étaient mobilisés pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel et à la délégation qui l'accompagne à l'entrée de l'hôtel où ils vont résider pendant leur séjour. Le ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Youssouf Khayal, et de l'Environnement, Jamaluddin Brahim Mahamad, ainsi que d'autres officiels tchadiens présents à New York depuis quelques jours, et les membres de la mission permanente du Tchad auprès des Nations Unies étaient également du rendez-vous pour dire marhaba au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État à New York est full. Selon le programme à notre disposition, le président de la République, Idriss Déby Itno, prendra la parole le 24 septembre prochain à la tribune des Nations Unies. Il prendra également part à d'autres réunions de haut niveau, notamment celle sur la couverture sanitaire universelle, le dialogue de haut niveau sur le développement durable, sur celui du sommet mondial du climat, etc. Plusieurs rencontres bilatérales sont aussi au programme du chef de l'État. En marge du sommet, la première dame Hinda Déby Itno prendra part à quelques réunions de haut niveau des premières dames sur la santé ainsi d'autres rencontres. La 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est ouverte le 17 septembre 2019, se poursuivra jusqu'au 30 du mois en cours. Il s'est tenu le 19 septembre dernier à Casablanca au Maroc la toute première édition des MD Talks, une initiative du support d'information Maroc diplomatique. Le MD Talks se veut un cadre d'échange et de réflexion sur l'Afrique et le monde. La conférence d'ouverture avait pour thème Intégration régionale en Afrique, le Maghreb entre guerre impossible et paix introuvable. L'ambassadeur du Tchad au Maroc était présent à cette rencontre. Amathé Abbas. Le royaume chérifien lance les MD Talks, un cycle de conférences de réflexion stratégique africaine et internationale, dont la première édition porte sur la thématique de l'intégration régionale en Afrique. À travers ce concept, la diplomatie marocaine mise sur le plan économique, culturel, social et sécuritaire avec ses partenaires du continent noir. Les invités sont des diplomates accrédités au Maroc, dont celui du Tchad, Mohamed Abderressoul.
Les échanges ont porté essentiellement sur la question d'intégration régionale, les conflits et la paix dans les Maghreb. La problématique étant posée, les conférenciers tentent de proposer des pistes à explorer afin de permettre à la diplomatie marocaine d'atteindre l'objectif recherché. Dans son intervention, le diplomate tchadien a rappelé la position stratégique de son pays, le Tchad, lequel constitue un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Le thème retenu pour cette conférence, à savoir l'intégration régionale en Afrique, sous-thème le Maghreb entre guerre impossible et paix improbable, est certes pertinent et éclatant. Le sujet est d'actualité et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cependant, une conférence en plus sur ces sujets très sensibles n'est pas une conférence de faux. Vu la consistance et la complexité de la thématique, eu égard à ces éminents, à ces sommités de personnalités et d'intervenants. Pour cette raison, nous pensons que l'on doit s'y attarder par des analyses et des débats afin d'en sortir au final avec des propositions et recommandations réalistes et acceptables. Ont pris part à ces débats de Casablanca des diplomates, des analystes politiques et des experts en relations internationales. Les conclusions de ces travaux permettront de créer de vrais liens relationnels qui contribueront aux objectifs communs des pays africains. Je vous le disais à l'entame de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le directeur général de l'École nationale d'administration du Tchad, l'ENA. C'est Monsieur Senoussi Hassan Abdullah. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Lors de la rentrée, le 4 mars dernier, celle de la 18e promotion, de votre école, nous avons remarqué que cette rentrée s'est passée sous le signe d'une nouvelle dynamique. Qui dit nouvelle dynamique dit innovation. Quelles sont les innovations au sein de l'ENA? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour parler de l'École nationale d'administration. En termes d'innovation, il faut commencer par dire qu'après un concours exigeant et transparent qui a conduit à la sélection des élèves de la 18e promotion, nous avons premièrement commencé par réviser notre curriculum de l'École nationale d'administration, c'est-à-dire le programme d'enseignement, pour 4 raisons. Premièrement, cette révision de notre curriculum s'imposait parce qu'il fallait recruter des personnes qui vont essentiellement et strictement servir l'administration. Il fallait définir les filières exprimées par l'État et faire un programme qui réponde strictement aux besoins de l'administration. Deuxièmement, il fallait aussi s'arrimer sur le système LMD. L'École nationale d'administration, même si elle n'a pas un caractère universitaire, ne peut pas du reste être en dehors du système LMD. Nous avons essayé dans notre révision du curriculum de faire un système LMD à finalité professionnelle. La troisième raison de cette révision s'imposait parce qu'il fallait introduire le bilinguisme au premier cycle et un peu au second cycle. La quatrième, c'est d'essayer d'introduire des matières qui sont aujourd'hui nécessaires pour des futurs administrateurs, c'est-à-dire des matières d'éthique, déontologie, des matières de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire l'évaluation des politiques publiques, des matières liées aux objectifs du développement durable, ainsi que des matières liées à la connaissance du mode de fonctionnement de la société civile. C'était la première et la principale innovation que nous avons entamée avant de commencer la rentrée des élèves de la 18e promotion. La deuxième innovation, c'est dans le choix des enseignants. Beaucoup d'enseignants à l'ENA étaient purement universitaires. Il fallait essayer de choisir des enseignants professionnels parce que nous formons des personnes qui vont servir l'administration. Alors nous avons essayé d'imposer un mode de sélection strict. Nous avons été stricts pour recruter les élèves. Il faut l'être autant pour le recrutement des enseignants. Nous avons finalement précisé les critères qui sont des critères de diplômés d'expérience pour le choix des enseignants. Troisième innovation, c'est que nous avons dans notre organigramme essayé de dynamiser une direction qui existe déjà. C'est la direction de la recherche appliquée. L'ENA ne peut pas faire que des enseignements classiques. Elle doit également s'intéresser à la question de la recherche.
Une autre direction qui est nouvelle, c'est la direction du partenariat et de la coopération, qui est une nouvelle dans notre organigramme. L'ENA n'évolue pas en vase clos. L'ENA doit avoir des partenariats avec d'autres institutions, nationales et internationales, avec des écoles ENA sœurs, notamment l'École nationale d'administration de France, du Maroc et bien d'autres, mais également des partenariats locaux avec l'Université de N'Djamena et bien d'autres institutions. Également, dans notre révision de l'organigramme, nous avons prévu un observatoire du bilinguisme. Et enfin, plus récemment, comme vous l'avez pu l'observer, la question des grands rendez-vous, c'est-à-dire des discussions, des échanges, des conférences qui s'organisent depuis quelque temps au sein de l'École nationale d'administration. Nous avons donc justement remarqué ces grands rendez-vous des très grandes personnalités telles que le gouverneur de la BEAC, le président de l'Assemblée qui sont invités pour avoir des échanges au sein de votre établissement. Pourquoi cela? Alors d'abord, nous avons estimé qu'il fallait de temps en temps rompre avec la tradition qui consiste juste à dispenser des cours classiques. Il fallait confronter les élèves aux réalités et aux problématiques nationales et internationales. C'est ainsi que nous avons pensé au grand rendez-vous de l'ENA. Il semble que par le passé, des grands débats comme ça se tenaient à l'ENA. Nous avons en fait renoué avec une tradition et essayé de temps en temps de rompre avec les cours classiques, les cours magistraux. Qu'est-ce que c'est que les grands rendez-vous de l'ENA? Les grands rendez-vous de l'ENA sont des grands moments d'échange, de confrontation d'idées, de contact avec un certain nombre de personnalités. Pourquoi? Parce que nos élèves sont destinés à assumer de grandes responsabilités. Il est nécessaire et même judicieux que dès les bancs de l'école, ils apprennent à être confrontés à ces personnalités-là. Il y a 4 formats qui sont prévus dans les grands rendez-vous de l'ENA. Le format de la leçon inaugurale, c'est celle que le président de la République, Idriss Déby Itno, avait utilisée. C'est celle de venir dispenser une leçon inaugurale. Lui, il l'a fait sur le thème de la citoyenneté. Deuxième format, c'est celui de la conférence débat. C'est le format qu'avait utilisé le président de l'Assemblée nationale. Premièrement, la leçon inaugurale était destinée au pouvoir exécutif. La conférence débat était destinée au pouvoir législatif. Peut-être prochainement le pouvoir judiciaire serait invité. Ensuite, la masterclass est une nouvelle forme aussi d'échange. C'était le format qui a été utilisé par le gouverneur Mamad Abastoli, qui est venu nous parler un peu de son institution. Et enfin, le dernier format, c'est celui du partage d'expérience. Nous avons comme ça des personnalités qui comptent, qui sont des repères et qui peuvent servir de modèles pour notre jeunesse. Et il nous paraissait nécessaire de temps en temps d'inviter ces personnalités-là pour partager leur expérience avec les élèves de l'ENA. Ces grands rendez-vous répondent à ce besoin-là de confrontation d'idées, de débat, et également pour les élèves de s'habituer un peu aux grandes personnes. Et ces grandes personnes sont invitées à expliquer leurs institutions, le fonctionnement de l'État. Une autre initiative, le Media Training, qui s'est déroulé dernièrement, une initiative pour permettre aux étudiants de mieux gérer leur communication. Comment cela s'est passé? D'abord, le Media Training est une initiative de l'École nationale d'administration. Encore une fois, l'ENA forme des hauts cadres. Ces hauts cadres doivent apprendre à communiquer. Aujourd'hui, il y a un déficit de communication parfois au sein de l'État. Et quand certains serviteurs de l'État communiquent, ils le font parfois très mal. Et il nous paraissait, encore une fois, judicieux que sur les bancs de l'école, ils apprennent déjà à comment communiquer. Alors nous avons fait le Media Training, qui est en fait une formation sur les organes des médias, parce que nous sommes dans une société de communication, et la communication où les médias constituent aujourd'hui un 4e pouvoir. Il est nécessaire dans ce cas de s'intéresser à ce 4e pouvoir, de savoir comment il fonctionne. Alors le Media Training que nous avons fait était construit par l'aide d'un certain nombre de partenaires techniques. Et c'est l'occasion de le dire, l'ONAMA, à travers la télé, chat et la radio, nous ont accompagnés, Electron TV nous a également accompagnés, l'agence de communication Fortius nous a accompagnés, le journal Le Pays. Nous remercions infiniment tous ces partenaires techniques et un partenaire financier qui nous a aussi assistés, c'était le PNUD. L'objectif du Media Training était d'apprendre aux élèves de maîtriser les bases de la communication. La communication au sens large, c'est-à-dire télé, radio, presse écrite, et également la question des réseaux sociaux. Deuxièmement, qu'ils puissent comprendre les attentes de chaque organe des médias, de savoir communiquer en situation normale et en situation de crise, mais également de garder leur self-control face à certaines questions déstabilisantes des journalistes. Il n'y aura pas de questions déstabilisantes, mais plutôt des questions pour éclairer la lanterne. Monsieur le directeur général, présenter comme cela, c'est immense. Quels sont les moyens à votre disposition? Premièrement, il faut le dire, nous avons un soutien constant, c'est celui de nos autorités de tutelle. La présidente de la République, qui est la première institution de tutelle de l'ENA,
nous appuie fortement. Deuxième institution de tutelle qui nous appuie beaucoup, c'est la ministre et le secrétaire général du gouvernement. Donc, le soutien de nos autorités de tutelle compte énormément dans les efforts que nous sommes en train de mettre en œuvre et dans les réalisations que vous voyez aujourd'hui. Deuxièmement, les moyens, c'est notre équipe. Moi, j'ai la chance d'être entouré par un staff administratif hautement compétent, donc des directeurs techniques à l'ENA que j'estime vraiment à la hauteur, un personnel qualifié. Deuxième avantage que nous avons, en plus du staff, c'est un corps enseignant vraiment qualifié et dynamique. Nous avons dans le corps enseignant un corps enseignant permanent, qui sont vraiment des enseignants permanents qui sont extrêmement dynamiques, et un vivier d'enseignants vacataires vraiment qualifiés, déterminés, etc. Ce sont d'abord des moyens humains. Ensuite, quelques moyens matériels que nous avons. Nous avons essayé de moderniser modestement nos moyens matériels et nos installations à l'École nationale d'administration. Sur le plan financier, nous bénéficions d'un budget comme celui de d'autres institutions de l'État. Et pour l'ENA, ce budget, de temps en temps, il est quand même versé et il nous aide énormément. Bien sûr, nous sommes en train de préparer un projet, un plan d'action plus ambitieux et nous comptons organiser bientôt une table ronde pour associer les partenaires à nos démarches, à notre vision et à nos projets. Et à l'occasion de cette table ronde, nous souhaitons mobiliser énormément de ressources pour la réalisation de nos objectifs. Monsieur le directeur général, les concours de l'ENA, du moins les résultats du concours de l'ENA sont souvent décriés. Corruption, népotisme sont souvent des raisons évoquées. Alors, pour ce qui est du concours, il faut le savoir, qu'est-ce que c'est qu'un concours? C'est un mode, c'est une voie d'accès républicaine aux grandes écoles. Pour ce qui est de l'ENA, c'est le concours qui est l'unique. La transparence aussi. Qui est l'unique règle. Et effectivement, qui dit concours dit égalité d'accès, transparence, rigueur, etc. Nous, à l'ENA, nous avons seulement pris nos responsabilités. Nous avons, au lancement du concours, essayé de modifier un peu la composition du jury. La composition du jury a été enrichie par la présence des personnes ressources, en dehors des personnes escalitées qui font bien leur travail. Après cette modification du jury... Qu'est-ce qu'il faut entendre par personnes ressources? Les personnes ressources, c'est les personnes... Parce que quand vous voyez les textes du concours, pendant longtemps, les textes du concours ont institué des personnes qui sont escalitées, c'est-à-dire des directeurs généraux dans différentes institutions qui deviennent membres du concours d'accès à l'ENA, du jury du concours d'accès à l'ENA. Les personnes ressources sont des personnes qui ont une compétence et une crédibilité reconnue de tous, qui peuvent être associées à l'organisation et à la délibération du concours d'accès à l'ENA. Après cette modification de la composition du jury, nous avons pris nos responsabilités en essayant d'organiser un concours tout simplement en appliquant les règles qui étaient inscrites dans l'acte lançant le concours. C'est-à-dire l'arrêté lançant le concours dit que tous les Tchadiens de sexe masculin ou féminin peuvent postuler au concours sous un certain nombre de conditions. En essayant de remplir ces conditions, il n'y a pas de discrimination par rapport à une ethnie, par rapport à une communauté. Ce sont les résultats, monsieur le directeur général, qui font souvent l'objet des contestations, qui sont souvent décriés par les candidats. Malheureusement, il y a eu, par le passé, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de fantasmes aussi, par rapport à l'organisation du concours et aux résultats. Mais j'estime que si les règles du concours étaient strictement appliquées, comme ce fut le cas à l'occasion du dernier concours, qui ne souffre d'aucune contestation, il n'y a pas de raison de décrier les résultats des concours d'entrée à l'ENA. Nous disons la chose suivante, l'ENA est une école républicaine. Elle est ouverte à tous les Tchadiens et les critères qui ont cours à l'ENA sont les critères d'excellence et de mérite. C'est ce qui s'est passé à l'occasion du dernier concours. C'est ce qui s'est passé à l'occasion du dernier concours. Donc, pour ceux qui voudraient entrer à l'ENA, c'est clair, c'est transparent. C'est transparent. D'abord, il faut bien le dire, n'entre pas à l'ENA qui a envie. Hein? C'est celui qui peut. C'est une grande école. Voilà, c'est une grande école. Et puis, en tant que telle, elle a des exigences. Donc, n'importe quel Tchadien peut postuler au concours de l'ENA. Et puis, il peut avoir les chances de manière égalitaire pour accéder à cette grande école. Et malheureusement, je le disais, c'est certaines pratiques qui ont existé. Ces pratiques, maintenant, appartiennent au passé. Aujourd'hui, depuis quelque temps, l'école est en plein changement, en pleine mutation. Ces questions liées à l'absence de transparence n'existent plus. La preuve, comme je le disais, à l'occasion du dernier concours, ces résultats ne souffrent d'aucune contestation. C'est votre mot de fin?
S'il faut dire un mot de fin, c'est remercier nos partenaires, bien sûr l'ONAMA à travers la télé Tchad et la radio qui suivent et qui couvrent énormément nos activités, Electron TV également. Mais nos autres partenaires qui nous accompagnent, nous souhaitons poursuivre cette dynamique par le soutien constant de nos autorités de tutelle, par nos partenaires techniques et financiers. Et nous avons l'ambition de faire de cette école, comme elle l'était par le passé, une grande école de la République. C'est nous aussi, et cette fois-ci c'est notre tour aussi de vous remercier. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau comme invité Senoussi Hassan Abdoulaye. Il est le directeur général de l'École nationale d'administration, l'ENA, du Tchad. Le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Hissène Taher Sougoumi, accompagné d'une délégation de l'Union européenne, se trouve depuis hier dans la province du Borkou. L'Union européenne est un partenaire privilégié du gouvernement dans sa politique visant l'accès à l'eau potable pour tous, un des points majeurs des objectifs de développement durable. Ce matin à Faya, la délégation a procédé à la visite des sites d'ouvrages hydrauliques. Adoum Digré Kébir. L'approvisionnement en eau potable dans la commune de Faya-Largeau est l'une des priorités du projet COM Nord, projet de développement intégré de communes du Nord. C'est dans cette optique que le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Hissène Taher Sougoumi, l'ambassadeur de l'Union européenne, Bernard Sonnet, et le directeur de portefeuille de la GIZ au Tchad, Rico l'ingénieur, ont visité les installations du château d'eau de Faya et celui de l'hôpital provincial. Elle vise à constater de visu les manquements afin d'envisager l'amélioration de la qualité et quantité d'eau et surtout la réhabilitation du château. Au cours de cette visite, la délégation s'est entretenue avec les différents responsables en charge de gestion de ces deux châteaux d'eau. Était au centre de leur échange la question du mauvais état des installations existantes des châteaux d'eau et forages non fonctionnels, réseaux d'adduction vétustes et la potabilité de l'eau non assurée. Après échange fructueux, la délégation de l'Union européenne et celle de la GIZ ont rassuré les différents responsables de la réhabilitation de ces deux châteaux à travers le projet COM Nord. Toujours à Faya, cette fois-ci, le secrétaire général de la province a remis ce matin des médicaments pharmaceutiques à la délégation sanitaire. C'est un don de l'ONG Relief Islamique pour prendre en charge les sinistrés. Adoum Digré Kébir, une fois de plus. Ces dons de médicaments pharmaceutiques viennent répondre aux besoins exprimés par les sinistrés des inondations des dernières pluies dans la province du Borkou. Le délégué sanitaire provincial, Dr Saleh Korey, a exprimé toute sa gratitude au ministère des tutelles, à l'ONG donatrice Relief Islamique pour ces gestes combien louables avant de rassurer les donataires et les autorités locales que ces produits pharmaceutiques seront gérés rationnellement et distribués dans tous les districts sanitaires pour le bien-être de la population. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, de souligner que cette donation entre en droite ligne avec la politique du gouvernement tchadien qui fait de la santé des populations l'une de ses priorités majeures. Il a en outre précisé que l'objectif visé à travers cette dotation est de réduire la souffrance de la population. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, d'inviter les responsables sanitaires à la bonne gestion de ces médicaments pharmaceutiques. Le nouveau chef de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels du Mandoul, Fadoul Ahmad Dalla, est installé dans ses fonctions. Ceci au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province en présence du directeur général de l'ONAMA. Youssouf Abderrahman. Nommé par décret numéro 1115 du 31 juillet 2019, le nouveau chef de la station provinciale de Mandoul, Fadel Ahmad Dalla, a été installé ce samedi 21 septembre à Koumra par le gouverneur de Mandoul, Lissi Biasemda. Il remplace à ce poste Yerangay Mamaïta. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du directeur général de l'Office national des médias audiovisuels, Boukar Sanda, du directeur des ressources humaines et de la formation, du directeur commercial et marketing, ainsi que le sous-directeur technique de la Télé Tchad. Le directeur général de l'ONAMA demande au nouveau chef de la station provinciale de Mandoul de fournir un résultat probant basé sur la diversification des émissions. Comme vous le savez, après la dissolution de l'ONRTV,
nous avons connu une période d'impasse qui a fait que nous avons connu un débrayage total et nos projets qui étaient en cours avaient connu des difficultés pour avancer. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu mettre en place l'ONAMA, l'Office national des médias audiovisuels, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle politique. Si nous avons voulu être là, c'est parce que nous voulons d'abord impulser une nouvelle dynamique à toutes les stations provinciales. Vous allez avoir les émetteurs, les équipements, mais aussi une unité de production. Notre vision, c'est aussi de se dire que tant qu'au niveau des stations provinciales, on ne produit pas des émissions au niveau des stations provinciales, on ne peut pas offrir un bon programme aux téléspectateurs. Pour le gouverneur de la province de Mandoul, la nomination du chef de la station provinciale est une nouvelle impulsion pour la réalisation des programmes des émissions. Nous avons toujours sollicité, nous comptons vraiment sur vous. La politique de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, c'est de donner l'information qu'il faut au moment voulu, quand la population en a besoin ou quand tous les citoyens recherchent cela. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dès ce jour comme chef de la station provinciale du Mandoul. Conscient de la tâche, le nouveau chef de la station provinciale de Mandoul se dit prêt à se mettre résolument au travail. Il est évident qu'aucun développement ne peut se faire à seul. Moins encore, une seule main ne peut applaudir, a-t-on coutume de dire. Les défis sont énormes et nous devons être à la hauteur des attentes. Donc, le concours de tous est vivement souhaité. La délégation a visité à Koumra le siège de l'ONAMA en phase de finition avec le gouverneur de Mandoul. Avant d'arriver à Koumra, la mission de l'ONAMA a tenu une réunion de travail à Mondou avec le personnel de la station provinciale du Logone occidental. Au cours des échanges, la nouvelle vision de l'ONAMA a été clairement signifiée par le directeur général de l'ONAMA, Bokar Sanda. Même mission à Doba, la délégation s'est entretenue avec le personnel et a fait une visite à la station provinciale du Logone oriental. Dans le SILA, le délégué provincial de la police a aussi pris fonction. Il a été installé par le secrétaire général de la province de SILA. Nommé par décret numéro 1368 du 27 août 2019, Tata Ngri, commissaire divisionnaire de la police, a été installé officiellement ces jours délégué provincial de la police de SILA. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence d'un grand nombre d'invités. L'installation du nouveau délégué intervient au moment où le SILA est soumis à l'état d'urgence. C'est pourquoi le délégué sortant Ali Hagar Kirdi a demandé aux collaborateurs, aux chefs traditionnels, les chefs religieux d'apporter leur soutien à Tata Ngri pour la réussite de sa mission. Installant le nouveau délégué, le secrétaire général de la province, Oumarou Sanda Makaché III, lui a demandé de faire de la sécurité de la population la lutte contre la drogue, la corruption, le respect de la hiérarchie, ses priorités absolues. Tata Ngri s'engage à relever les défis. Pour ce faire, il compte énormément sur l'appui des collaborateurs. Clôture hier à Dandi, localité située à une centaine de kilomètres de N'Djamena, des travaux de l'atelier de cadrage de la procédure douanière. Durant 3 jours, les experts et les techniciens des douanes ont élaboré l'instruction cadre et le manuel de responsabilité douanière. Moussa Mbodou Abdoulaye. 72 heures de travaux portant sur le cadrage de la loi de la procédure douanière ont permis aux experts et inspecteurs des douanes d'élaborer l'instruction cadre et le manuel de responsabilité douanière. Ces 2 documents juridiques, une fois validés, simplifieront la procédure de conduite, le circuit du traitement jusqu'au bon à enlever des marchandises. Ceci pour une meilleure performance dans la mobilisation des ressources et la collecte optimale des recettes douanières. C'est au regard de leur importance que les participants recommandent la validation de ce document. Au directeur général des services des douanes et droits indirects de prendre toutes les dispositions pour la validation et l'adoption rapide des documents issus de l'atelier de Dandi, notamment l'instruction cadre sur la procédure de dédouanement en République du Tchad et le manuel de responsabilité, de prendre des mesures nécessaires
pour rendre l'opérationnel l'outil de gestion des risques dans la procédure de dédouanement. Pour la modernisation des douanes tchadiennes, l'instruction cadre et manuel des responsabilités s'impose, précise le conseiller du directeur général des services des douanes et des droits indirects. L'administration des douanes tchadiennes est en perpétuel investissement pour améliorer la qualité de ses services dans l'accompagnement des opérateurs économiques et réaliser de meilleures performances à la mobilisation des ressources et la collecte optimale des recettes de l'État. La définition de ces cadres juridiques permettra aux techniciens de douane d'émigrer vers la modernisation de la gestion des finances publiques. Clôture des travaux de l'atelier sur le plan d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, une initiative du PNUD et du gouvernement. L'atelier s'est déroulé à Laye, dans la province de la Tandilé. 134 participants venus de 12 communes de la province ont pris part aux travaux. Myriam Kattebay. Après le lancement du processus d'élaboration, de sensibilisation du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad Padelfit, les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers et les ressortissants de la Tandilé se retrouvent pour doter cette province d'un plan de développement de ses 17 communes. Ce document servira de guide pour la réalisation des grandes actions de développement de cette province qui est à la traînée à cause de son enclavement. Pour le coordonnateur du Padelfit, Brice Anissé Aoussou, ces assises sont d'une importance capitale pour la réalisation des missions assignées au projet qu'il pilote. Lorsque les points sont bien identifiés, cela permet de trouver également les solutions. Et une fois que c'est fait, le Padelfit et les autres programmes pourront vous accompagner pour un développement durable. Donc, on va revenir après pour vous accompagner dans cette discipline. Les participants ont 2 jours durant ciblé les freins au développement de la province de la Tandilé et arrêté les actions prioritaires qu'il faille mener en matière de santé, d'eau et d'assainissement, éducation, emploi des jeunes, aménagement et infrastructures, agriculture, élevage et commerce. Le maire premier adjoint de la ville de Laye, Yarna de Badé Martin, se félicite de l'élaboration de ce document qui est une source d'espoir de la Tandilé. Les activités se sont déroulées dans un climat serein et de convivialité. Désormais, notre province dispose des données valides et fiables pour le développement de notre localité. Clôturant les travaux, le gouverneur de la province de la Tandilé, Ngarbudjoum, Murder Jacob, se réjouit des résultats obtenus qui entrent en droite ligne de la politique de développement du gouvernement. Face aux impératifs des thèmes traités, vous avez fait les propositions concrètes, adaptant les résolutions au contexte, émis des observations édifiantes, relevé des données caractérisant la pertinence des problèmes identifiés avec les causes pénératoires suggèrent des solutions appropriées afin de juguler les contraintes, reléguer les défis et apporter les réflexions à la problématique de développement. Le plan de développement de la Tandilé initié par le Padelfit, grâce à l'appui de PNUD, constitue désormais un repère sur lequel les partenaires techniques et financiers du Tchad se référeront pour prêter main forte au gouvernement dans sa politique publique de développement. Au sortir des assises d'élaboration des plans de développement de la province de la Tandilé, notre reporter Myriam Kattebay a tendu son micro à quelques participants pour recueillir leurs impressions par rapport à cette initiative. L'élaboration des plans de développement sont les premiers documents à être élaborés dans notre province. Nous profitons de l'occasion pour remercier nos partenaires, particulièrement le Padelfit, qui a bien voulu nous accompagner dans l'élaboration de ce document. Et nous sommes conscients de l'importance de ce document. Ils ont commencé avec une bonne stratégie. La fois passée, nous sommes venus pour l'atelier et cette fois-ci, nous sommes venus à la clôture
Vraiment, c'est une initiative qui est très très bonne. C'est pour aider la population, pour encourager la population, pour encourager les agriculteurs. En même temps, on remercie le président Idriss Déby. Il n'a ménagé aucun effort. Il a cherché pour amener à l'œil. Vraiment, c'est un cran de plus pour nous, les gens de l'œil. Nous constatons qu'il y a une valeur ajoutée dans le processus de développement local parce que là, nous avons un document qui recueille l'avis de tout le monde, des participants, c'est-à-dire les besoins sont venus au niveau de la base et c'est orienté de telle sorte que les besoins, ces plaques sont en rapport avec la vision du PND. Donc je crois que c'est une très bonne logique qui s'inscrit dans la gouvernance locale. Ça engage les participants, c'est-à-dire les bénéficiaires. À Amdiaras, dans la province de l'Unité-Est, la Fondation Grand Cœur accompagne les femmes, membres des organisations féminines, dans l'entrepreneuriat. Une formation axée sur les activités génératrices de revenus est lancée à leur profit. Sur place à Amdiaras, nous informe Mohamed Suleiman. Pour promouvoir l'autonomisation des femmes dans la province de l'Unité-Est, la Fondation Grand Cœur de concert avec l'Agence nationale pour le développement rural mise sur la formation des femmes des différents groupements féminins de la dite province. C'est dans cette optique que se tient à Amdiaras cet atelier sur les activités génératrices de revenus au profit des femmes. Un nombre important de femmes de cette province bénéficient de cette formation. Le maire de la ville d'Amdiaras, par ailleurs point focal de la Fondation Grand Cœur, a relevé que la première dame Hinde Déby Itno milite pour la promotion de la femme tchadienne. Le choix de cette formation n'est pas porté par hasard sur les femmes. Envie d'assurer ni plus ni moins l'équilibre social. Madame la première dame, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, souhaite forger une femme libre, autonome, laborieuse et sociale. Ainsi, elle désire lui faire gagner du respect, de l'utilité et de la place dans la société. Le chef de mission, Hamid Djumino Djouma, a souligné qu'à travers cette formation, la présidente de la Fondation Grand Cœur Hinde Déby Itno s'engage à aider ses sœurs à se prendre en charge. Il a aussi exhorté les bénéficiaires à suivre cette formation avec une attention particulière. Pour le secrétaire général de la province de l'Unité-Est, cette initiative de la Fondation Grand Cœur permettra aux femmes d'avoir une idée sur l'entrepreneuriat. Cette formation, qui est la deuxième du genre, initiée par la Fondation Grand Cœur dans notre province, a pour vocation, d'une part, de doter les bénéficiaires de connaissances nécessaires pour créer et gérer leur micro-entreprise, et d'autre part, à développer auprès des bénéficiaires l'esprit entrepreneurial. Les participantes à cet atelier seront encadrées par les techniciens de l'ANADER œuvrant dans cette localité. À la fin de leur formation, ces femmes seront dotées des matériels agricoles qui leur permettront de mettre en pratique les connaissances acquises. Comme vous le savez, l'état d'urgence est instauré dans la province du Ouaddaï. En cette période, comment se déroulent les activités économiques? Élément de réponse avec Dido Mahamat Barka. Décrété dans la province de Ouaddaï le 19 août dernier, dans le but de ramener la paix et la quiétude au sein de la population, l'état d'urgence a facilité la circulation des citoyens dans les différents endroits pour exercer leurs activités quotidiennes qui, depuis un certain temps, sont paralysées à cause des conflits éleveurs, agriculteurs et intercommunautaires. Une équipe de l'ONAMA à Béchi a fait le déplacement ce dimanche au marché hebdomadaire d'Abkouta, localité située à 70 km au sud ouest d'Abéchi, dans le département d'Abougoudam, pour voir l'impact de cette mesure dans cette localité. D'après le constat, il y a une nette amélioration en matière de sécurité et de cohabitation pacifique. Quelques citoyens interrogés apprécient les mesures du gouvernement instaurant l'état d'urgence dans le Ouaddaï. Depuis l'instauration de cette mesure, le calme est revenu et nous vaquons normalement à nos occupations. Nous sommes tranquilles dans cette localité. L'interdiction de circulation des motos en brousse est bénéfique pour nous, donc nous remercions le gouvernement et demandons au peuple de s'unir davantage et d'oublier le passé. Nous ne voulons plus de problèmes. Nous avons des orphelins,
C'est pourquoi nous demandons au président de la République d'instaurer la paix par n'importe quel moyen. Nous remercions le gouvernement pour l'instauration de l'état d'urgence et nous sommes très contents. Dieu merci. La paix et la quiétude règnent en ce moment dans notre localité et nous souhaitons plus que ça. Maintenant, nous vivons dans la paix. Nous pouvons nous déplacer sans inquiétude. Donc, nous saluons la prorogation de l'état d'urgence et nous disons merci au président de la République. Grâce à l'instauration de l'état d'urgence, depuis qu'ils ont commencé là, on n'a pas trouvé de difficultés, puisqu'il y a même le président de la République, Idriss Déby. Non, grâce à sa décision qu'il a prise, vraiment c'est très très bon. Nous sommes très fiers des décisions prises par le gouvernement. Avant, il y avait beaucoup de conflits qui ont occasionné mort d'hommes. C'est pourquoi le gouvernement a pris cette mesure, donc nous sommes très contents. Les désarmements des civils vont dans notre intérêt. Nous apprécions cette mesure tendant à ramener la paix. Maintenant, le calme est revenu. Nous remercions le président de la République et nous demandons au gouvernement de continuer à œuvrer pour la paix. Ces personnes rencontrées encouragent également les forces de défense et de sécurité de poursuivre leur mission de désarmement de civils pour permettre aux Tchadiens en général de cultiver l'esprit du pardon et de vivre ensemble. L'Association tchadienne de lutte contre le cancer a organisé une journée d'information et de sensibilisation. C'était hier. Une journée axée sur les facteurs de risque du cancer. Kalianga Voudna. L'Association tchadienne de lutte contre le cancer affiche sa détermination à combattre cette maladie. Elle sensibilise et forme ses membres et ceux des associations sœurs sur les risques liés au cancer. Cette journée a pour objectif de permettre aux participants que nous sommes d'avoir quelques connaissances sur les facteurs de risque de cancer. Au vu de connaissance de ces facteurs, nous pourrions prévenir ou éviter les différentes formes de cancer qui seront développées par les panélistes. Le maire deuxième adjointe de la commune du 7e arrondissement, Yora Madi Gisèle, loue cette action et en appelle les participants d'être attentifs en vue de tirer profit. La tenue de cet atelier fait partie du plan d'action 2019 de l'Association tchadienne de lutte contre le cancer qui, à travers cette action, veut agir pour limiter le cancer dans le pays. De l'association de 9 cantons Gouley ont suivi une formation sur la vie associative. La clôture des assises a eu lieu hier après-midi à la Maison de la Femme, ici même à N'Djamena. Haram Abdelkader Adam. Connaître, aimer, structurer et bien gérer une association, tel est l'objectif recherché par l'association des femmes de 9 cantons Goulaye en formant ses membres. Tenue à la Maison nationale de la femme du 17 au 21 septembre 2019, recommandant ce qui suit au gouvernement. La mise à la disposition de l'association des femmes de 9 cantons Goulaye, AFNCG, des moyens techniques, matériels et financiers permettant d'atteindre les objectifs fixés pour assurer une autonomisation socio-économique et culturelle aux femmes Gouley. Faire le plaidoyer auprès des chefs de 9 cantons Gouley en faveur des femmes pour accès à la terre. À la clôture des travaux, la présidente de l'association a prodigué quelques conseils à ses membres. Avec un nouveau bagage à intégrer dans la bonne gouvernance et la gestion associative. Il s'agit de sous-peser ce que vous pouvez, ce qui va pouvoir vous aider, ce que cela nécessite comme changement dans vos comportements, ce qui vous est utile ou non. Bref, c'est après la formation que le travail commence vraiment. L'association des femmes de 9 cantons Goulaye a pour souci premier d'œuvrer pour la solidarité entre les membres et le développement socio-économique à travers diverses activités. À l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée hier 21 septembre 2019, la dynamique citoyenne No Limites a organisé dans les locaux de la tente d'Abraham une conférence débat placée sur le thème interculturalité, la citoyenneté et le développement pour une paix durable. Pour les précisions, ce compte rendu signé Ngeyam Bengueri. La paix, condition sine qua non du développement d'un pays, ne peut être acquise que par une justice équitable. Pour sensibiliser davantage le public sur l'importance de la paix dans la vie socio-économique et politique d'une nation, la dynamique citoyenne No Limites
organise cette conférence débat à l'intention des hommes politiques, des leaders religieux et des organisations de la société civile afin de regarder dans la même direction. Malgré les efforts fournis par le gouvernement dans le domaine de la préservation de la paix au Tchad, des défis restent à relever, surtout que certaines communautés se réfèrent souvent au repli identitaire pour mener leurs activités mettant ainsi en mal la cohésion sociale. Dans leurs différentes interventions, les participants ont mis un accent particulier sur le problème de la justice qui constitue un véritable handicap à la cohabitation pacifique au pays de Toumaï. Les conférenciers rassurent par ailleurs que seul un changement de comportement et de mentalité pourra contribuer au bon vivre ensemble, car on ne peut parler d'une paix sans justice et d'un développement durable sans la paix. Et puis, dans le cadre de la protection de l'environnement, les membres de la dynamique citoyenne No Limites ont mis en terre des plans. Cette action citoyenne a pour but de contribuer à la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Retrouvons une fois de plus Guillaume Bengueri. Pour mieux préserver l'environnement, les membres de la dynamique citoyenne No Limites sont à pied d'œuvre. Ils ont mis en terre plusieurs plans dans 3 sites notamment, à l'église fraternelle luthérienne d'Endjari, à la mosquée Malik Ibn Anas et à l'école d'Amtoukoui. Le but de cette opération est de lutter contre la désertification et les changements climatiques, mais aussi contre l'insécurité alimentaire. Déjà, la semaine des arbres vient de passer, mais on dit que ce n'est pas suffisant. On va continuer par faire ces actions citoyennes pour que les Tchadiens puissent en pérenniser, pour que les Tchadiens puissent continuer par faire. Et sur les millions d'arbres qui seront plantés, il y aura quand même des arbres qui vont survivre et qui vont certainement être utiles pour les générations futures. Un geste simple, mais plein de sens, a signifié l'administrateur principal de la dynamique citoyenne No Limites. Selon Hissène Adamou Kamara, il ne suffit pas seulement de planter un arbre, mais il faut également l'entretenir. Les 2 championnats de la sous-ligue de Dourbali se sont achevés hier soir au terrain de Dourbali. Il s'agit de la finale de moins de 15 ans et celle de moins de 17 ans. Les temps forts de ces rencontres avec Dionodi Nestor. 2 matchs étaient au programme de la finale du championnat de Dourbali dans la province de Chari Bagirmi, à savoir celui du U15 et U17. La première finale réservée aux jeunes de moins de 15 ans a mis aux prises la sélection de l'export à celle de l'Amazia. Un match pas trop physique, mais avec un bon niveau technique de part et d'autre. Les 22 acteurs se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Il a fallu les séances de tir au but pour les départager. C'est l'équipe de l'export qui remporte la coupe du U15 sur un score de 7 buts à 5. Même scénario pour les U17. Pour le président de la Ligue du Chari Bargimi, Oumar Maloum 4, alias Cœur de Lion, l'organisation de ce championnat fait suite aux orientations des plus hautes autorités. Le président de la République, chef de l'État, nous a demandé d'organiser le football depuis la base. Et aujourd'hui, on est à la base. C'est des jeunes de 13 à 14 ans qui ont présenté un très bon football. Et pour cela, je demande à la population de Dourbali de rester derrière ces enfants-là, de les soutenir. Ces championnats qui se sont achevés en beauté ont permis de récompenser les joueurs qui se sont démarqués des autres par leur performance et leur talent. La première édition d'une rencontre sportive baptisée Jeux olympiques de la jeunesse s'est achevée hier au stade Idriss Mamadouya. C'est une compétition organisée dans le cadre de la journée africaine de la paix. Katnouba Théophile. Initiative de Young Diplomate pour célébrer la journée africaine, les Jeux olympiques de la jeunesse qui ont regroupé les jeunes âgés de moins de 16 ans des différents arrondissements de la capitale se sont achevés au stade Idriss Mamadouya. Ces compétitions placées sous les signes de la paix et de l'amitié ont permis aux jeunes basketteurs, handballeurs, volleyeurs, athlètes, footballeurs, judokas et autres pratiquants des arts martiaux de 2 sexes d'exprimer leur talent. La clôture a été marquée par la finale du tournoi de football qui a mis aux prises les jeunes des centres de formation du 1er et du 2e arrondissement. En dépit de leur très jeune âge, les finalistes parviennent à poser la balle et développer un jeu collectif et cohérent plein de finesse. Au finish, ce sont les jeunes du centre de formation du 2e arrondissement qui s'imposent par 2 buts à 1. Une victoire qui leur permet de glaner le profil mis en jeu par l'organisation Young Diplomate.
Le directeur régional de Young Diplomate, Idriss Zakaria, se réjouit de la bonne organisation de ces Jeux olympiques de la jeunesse qui ont permis aux jeunes de la capitale de se fraterniser durant toute une semaine. Dans le même siège, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports salue cette initiative. L'émergence de la jeunesse est le souci permanent des plus hautes autorités de la 4e République. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui veille à l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. Les différentes formations qui ont pris part à ces Jeux olympiques de la jeunesse ont reçu des attestations et des enveloppes d'encouragement. C'est sur ces images que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Téléchat.